Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. La croissance industrielle chinoise reste dans une fourchette raisonnable, selon le ministère chinois de l'Industrie et de la Technologie de l'Information. Le président syrien assure que son administration respectera le cessez-le-feu. Les migrants de Calais attendent encore la décision du juge français sur la démolition d'une partie de leur campement. En Chine, une nouvelle directive demande à ce que les routes dans les nouvelles communautés résidentielles soient ouvertes à tous. Et des découvertes archéologiques de la tombe de Reinhundro de la dynastie des Han de l'Ouest seront exposées à Beijing dans le musée de la capitale pendant 3 mois. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a été reçu à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama. Wang Yi a transmis les salutations du président Xi Jinping. Il a également déclaré que la Chine était disposée à maintenir la communication de haut niveau et à renforcer la coopération avec les États-Unis. La Chine soutient l'organisation par les États-Unis du 4e sommet sur la sécurité nucléaire le 31 mars prochain. Barack Obama, de son côté, louait la coopération bilatérale dans divers domaines. Il a ajouté espérer la venue à Washington du président chinois pour le sommet. Et le groupe des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 doivent se réunir demain, vendredi, à Shanghai pour discuter de l'économie mondiale et des moyens de relancer la croissance. Les grands noms de la finance mondiale sont attendus vendredi à Shanghai pour le sommet du G20 dans un contexte de volatilité des marchés financiers. Les turbulences ont été fortes en Chine, en Europe et au Japon depuis le début de l'année. Les marchés financiers sont donc dans l'attente de messages qui seront envoyés à l'issue de la réunion. En particulier pour les devises et le commerce, personne ne peut obtenir davantage au détriment des autres. Chaque pays est connecté aux autres. Certains disent que la Chine n'exporte qu'un dixième de ce que les États-Unis importent, mais le truc est que si la Chine tombe, les États-Unis vont moins investir dans le monde. Le G20 est né d'une crise. Après la crise financière asiatique de 1997, il a été créé pour promouvoir la stabilité financière. Au cours des années, ce groupe de pays a montré que ses membres étaient prêts à traiter les risques de court comme de long terme, et en particulier ces derniers. Le G20 est une transformation d'une réponse à la crise à la gouvernance de long terme, ce qui, à mon avis, va renforcer son rôle dans les politiques mondiales ainsi que la coopération et la coordination. L'économie mondiale n'est toujours pas revenue à son niveau d'avant la crise financière de 2008. Les experts estiment que les réponses aux problèmes incluent des réformes structurelles qui puissent faciliter un rétablissement fort et durable. Les économies mondiales ont décidé il y a des années d'abandonner gains de court terme pour prospérité de long terme, mais les résultats tardent à venir. Nous avons décidé d'avoir en priorité les discussions sur les réformes structurelles afin de faire avancer les réformes et d'atteindre des objectifs concrets sous la présidence chinoise. C'est la première des 4 réunions des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de l'année. En plus des réformes de l'économie mondiale, les décideurs vont discuter des dépenses d'infrastructures et de coopération fiscale. La croissance industrielle de la Chine connaît aujourd'hui un fort ralentissement, mais elle reste dans une fourchette raisonnable, selon une conférence de presse tenue par le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'Information. Le ministre Miao Wei a annoncé que la croissance de 6,1% de l'an dernier n'était du tout un ralentissement, étant donné la contraction du commerce mondial et le niveau actuel du développement économique de la Chine. Le ministre a également indiqué que la Chine avait fait des progrès en ajustant sa structure industrielle et en stimulant la croissance des industries innovantes.
Pendant ce temps, le ministre a également déclaré que le pays connaissait une réforme axée sur l'offre pour résoudre le problème de surcapacité. Nous allons progressivement vers une résolution du problème de surproduction. Premièrement, nous travaillons activement sur les compagnies dites zombies. Nous nous engageons avec la Commission nationale pour le développement et la réforme envers des plans concrets. Deuxièmement, nous supprimerons peu à peu la production d'énergie à faible rendement. Et d'une manière méthodique, nous supprimerons les compagnies qui ne satisfont pas les normes dans les coûts énergétiques, dans la protection environnementale et la sécurité. Le président syrien Bachar al-Assad a rassuré son homologue russe Vladimir Poutine sur le fait que son administration respecterait le cessez-le-feu programmé. L'accord a été conclu par Moscou et Washington et le cessez-le-feu commencera vendredi à minuit. Discutant par téléphone, Assad et Poutine se sont mis d'accord sur le besoin de continuer la guerre contre les groupes désignés comme terroristes. Toutefois, un négociateur de l'opposition syrienne a fait savoir que les forces rebelles devaient encore décider si elles s'engageaient envers un cessez-le-feu. L'opposition avait auparavant imposé des conditions à une trêve comme la fin des blocus, la libération de détenus et l'arrêt de frappes aériennes. Poutine a également discuté du cessez-le-feu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani au téléphone. Le roi Salman a déclaré que son pays travaillerait avec la Russie pour faire de cette trêve un succès. Et Rouhani a quant à lui déclaré que le combat contre les terroristes continuerait. Et avant le cessez-le-feu, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a rencontré l'ancien sénateur américain Sam Nunn à Moscou. Après la rencontre, Lavrov a déclaré que l'on pouvait entendre des voix qui doutent de la faisabilité de l'accord de cessez-le-feu. Nous aimerions dire franchement qu'il y a un appel pour la guerre et non pour la paix dans ces voies. J'espère que les politiciens de votre niveau, les politiciens qui se sentent responsables pour ce qui arrive dans le monde, se positionneront contre cette tendance négative. Les Nations Unies ont largué mercredi pour la première fois par avion l'aide humanitaire à Deir ez-Zor, ville assiégée par les militants de Daesh dans l'est de la Syrie. Un avion affrété par le Programme alimentaire mondial a acheminé mercredi 21 tonnes de matériel de secours. Cependant, un porte-parole de l'ONU a indiqué que le PAM essaie d'obtenir des informations sur où le matériel a atterri, suggérant qu'il n'a peut-être pas atteint sa destination. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à davantage aider les civils. The members of the Security Council reiterate they call for immediate. Les pays membres du Conseil de sécurité ont lancé un nouvel appel pour accès immédiat, durable et sans entrave aux personnes dans le besoin, en particulier dans les régions assiégées et difficilement accessibles. C'est dans ce contexte qu'ils ont salué l'autorisation de Damas d'accéder aux 7 régions assiégées afin de fournir de l'assistance humanitaire. Ils ont aussi appelé à un accès durable et continu. Des migrants et réfugiés du monde entier s'entassent dans la jungle de Calais et attendent nerveusement la décision du juge français sur la démolition d'une partie de ce camp de fortune, une décision attendue aujourd'hui jeudi. Les associations d'aide affirment que le futur de quelques 3400 personnes est en jeu, parmi lesquelles plusieurs centaines d'enfants non accompagnés. Ils sont originaires d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie, et certains d'entre eux n'ont que 10 ans. Le centre du camp pour femmes et enfants offre nourriture, vêtements et activités. Les bénévoles expliquent que certains des enfants du camp, arrivés ici traumatisés et violents, ont recommencé à jouer comme des enfants normaux. Mais ils craignent que tout cela n'ait servi à rien s'ils sont expulsés. Ils ont fait un long voyage, ont une histoire difficile et certains d'entre eux sont là depuis au moins 5 mois. Ils ont eu un accès régulier et de qualité aux besoins de base. Ils se sont donc posés un peu. Et bien entendu, aucun d'entre nous ne veut qu'ils restent ici, mais cette décision leur cause beaucoup de détresse. L'équipe craint qu'ils n'aillent dans d'autres camps moins organisés et sans infrastructure et que les bénévoles ne soient pas en mesure de les suivre. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets du devenir des habitants du camp si la jungle est détruite. La Belgique a mis en place mercredi des contrôles aux frontières afin qu'ils n'entrent pas sur son territoire.
Les autorités françaises indiquent que l'insalubrité du camp et les incidents de violence qui s'y sont déroulés les ont poussés à accélérer leur projet de détruire une partie du camp et de reloger les réfugiés dans des conteneurs réaménagés. La plupart des réfugiés affirment ne pas vouloir aller dans ces conteneurs et craignent qu'une fois enregistrés en France, ils ne puissent plus parvenir à leur destination, la Grande-Bretagne. Les associations d'aide estiment que Londres doit prendre ses responsabilités et accueillir les personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne, et ont à cet effet déposé des recours au nom de plusieurs personnes en Angleterre. La loi permet aux familles d'être réunies. Ibrahim a 17 ans et veut rejoindre sa mère à Birmingham, où elle a le statut de réfugié. Il ne veut pas montrer son visage devant la caméra. Ma famille est au Royaume-Uni, j'ai un avocat là-bas et aussi ici en France. Ils travaillent sur mon dossier. J'ai été au tribunal, ils ont approuvé le fait que je puisse être réuni avec ma famille, mais maintenant le tribunal britannique doit se prononcer à son tour. Cela fait 3 mois qu'il attend et il ne sait pas encore combien de temps il va encore devoir le faire. Pourtant, il fait partie des chanceux ici. La plupart des réfugiés n'ont en effet pas accès à un avocat et n'ont nulle part où aller si le camp est détruit. Merci. Nous retrouvons pour la deuxième partie de cette édition qui est dédiée à l'actualité chinoise et qui est présentée par Zhao Jiujin. Bonjour Zhao Jiujin. Bonjour Aïssa. Quelle est la une de ce deuxième volet? Nous ouvrons cette partie avec une page politique. La Cour suprême populaire de Chine a répondu à une nouvelle directive d'urbanisme délivrée par le gouvernement central. La directive dit que les routes dans les nouvelles communautés résidentielles devraient être ouvertes au public plutôt que réservées à l'usage privé des habitants de la communauté. La Cour suprême a déclaré que la loi pouvait être contestée légalement. La directive suggère que quand les portes de la communauté sont ouvertes, toutes les routes et tous les parkings de la communauté doivent être disponibles pour le public. Mais le droit de la propriété en Chine dit que les routes et les jardins dans les quartiers appartiennent aux résidents. Pour les experts, il faut changer la loi si de nouvelles directives sont appliquées. Vous ne pouvez pas juste baisser les cris et dire que c'est une communauté ouverte. Beaucoup de règles doivent être établies pour que ce type de propriété soit ouverte. Il y a un problème légal dans cela. Ce sont des bâtiments résidentiels et depuis que j'ai acheté, je possède les routes. Comment cela peut être résolu? Li pense que les directives sont trop vagues pour clarifier quel genre de communauté doit ouvrir ses portes. En plus des questions légales, il y a des préoccupations liées à la sécurité. Je suis inquiète pour la sécurité. Cela peut peut-être aller dans le centre de Shanghai, mais le risque de crime dans les banlieues est élevé. Je ne voudrais pas vivre dans une communauté ouverte. Je soutiens l'idée en termes de la terre en elle-même, car nous devons utiliser des ressources et les partager. Mais il faut améliorer les lois afin qu'elles soient acceptables pour le public. L'objectif des communautés ouvertes est de mieux utiliser le terrain urbain et d'optimiser leur réseau routier. Le professeur Li dit que les villes chinoises souffrent de la pénurie de terrain, en particulier dans les grandes zones urbaines. C'est un grand problème en Chine. Nous souffrons maintenant d'un manque de terrain. Les gens trouvent que la terre n'est pas utilisée judicieusement ou efficacement. Les communautés ouvertes pourraient aussi soulager les problèmes de circulation. Pour le moment, les directives du Conseil des affaires d'État n'offrent que des suggestions. L'application de la politique dépend encore des gouvernements locaux. D'ici 2017, la Chine deviendra le plus important marché du cinéma au monde devant les États-Unis. Toutefois, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Le revenu des Chinois a augmenté ainsi que la demande pour d'autres formes de divertissement culturel, des films à la télévision, aux livres et à la musique. Ils connaissent tous une croissance importante et les capitaux affluent. Depuis plusieurs décennies, les superproductions hollywoodiennes captivent l'imagination et le porte-monnaie des Chinois. À l'heure actuelle, cette tendance s'inverse. Grâce aux films locaux, le box-office chinois a pulvérisé le record mondial des ventes dès la première semaine. Une comédie burlesque portant sur des sirènes, réalisée par le légendaire cinéaliste et le comédien hongkongais Stephen Chow, a engrangé plus de 2,8 milliards de yuans au box-office.
C'est une histoire simple, elle parle de la bonté du cœur et de l'amour invincible. On a fait preuve d'énormément de créativité dans le processus de réalisation du film. Le film raconte nos expériences de la vie de tous les jours en incluant des éléments tels que l'air et l'eau. Auparavant en Chine, aller au cinéma était un luxe. Maintenant, c'est devenu le central de l'industrie du cinéma mondial. D'Hollywood à Bollywood, les investisseurs et réalisateurs sont prêts à s'immerger dans le marché chinois. La culture et l'industrie du divertissement en Chine sont en pleine évolution. La génération jeune et techno de la Chine se tourne de plus en plus vers l'Internet pour se divertir. De l'émission Débat la plus regardée en Chine, qui touche l'égalité des sexes, au très populaire talk show qui propose des sujets d'actualité. Peu importe la plateforme qui peut offrir le meilleur contenu, les consommateurs vont se ruer vers cette plateforme. Cela signifie que les capitaux et l'expérience en production audiovisuelle ne feront pas d'efforts. Selon les analystes, étant donné le vaste potentiel de la culture et du marché du divertissement chinois, que vous soyez des titans d'Hollywood, fournisseurs de contenu chinois, ou des réalisateurs indépendants et inconnus en Europe, il y a littéralement de la place pour tout le monde. L'une des plus grandes découvertes archéologiques est en route pour Beijing. Datant de plus de 2000 ans, la tombe de Haihunkou dans la province du Jiangxi est à la fois un trésor ainsi qu'un aperçu historique de la dynastie des Han de l'Ouest. Elle sera présentée prochainement pour une période de 3 mois dans la capitale chinoise. Les objets exposés ont été sélectionnés parmi 20 000 pièces déterrées au cours des 5 dernières années. Ils apparaîtront à Beijing à compter du 2 mars. Nous avons choisi environ 400 objets pour l'exposition de Beijing, dont des articles en bronze, en or, en jade, ainsi que des répliques en lac. Parmi les principales pièces sont les chars et les harnais qui démontrent les techniques de moulage du bronze et de l'art décoratif à cette époque. Des mesures spécifiques de protection et de restauration ont été prises pour cette collection. Nous avons fait appel à des spécialistes pour réparer et préserver les objets en bronze et en jade. Par exemple, ils ont poli les jades et assemblé les fragments les plus petits. La surface de certains objets, de même que les articles en bronze, ont été nettoyés. Donc cet ensemble de reliques est véritablement exquis. Et nous garantirons qu'ils ne subissent aucun dommage lors de l'exposition. Depuis que les fouilles ont débuté en mars 2011, les archéologues ont déterré plus de 20 000 objets du site d'un cimetière, dont de l'or, du bronze, du fer, du jade, des lacs, des textiles, de la poterie, des morceaux de bambou et des tablettes en bois. De telles découvertes sur cette période sont très rares. L'exposition de Beijing apportera également les preuves de l'identité du propriétaire de la tombe. Du 10 au 30 mars, les francophones de Chine célébreront la 21e fête de la francophonie, un printemps qui mettra à l'honneur la richesse de la langue française. Pour entamer un vrai tour du monde francophone, il suffit de vous connecter sur WeChat et de jouer à la dictée de pivot, un jeu de découverte des expressions de la langue française. Le 23 février, lors de la conférence de presse, le lancement de ce jeu désigne la toile de fond de l'édition 2016 de la fête de la francophonie, la modernité de la langue et la diversité de la culture. Le français est une langue qui est parlée presque partout dans le monde. C'est encore à bien des égards la langue de la diplomatie et c'est la langue de l'amour. Donc c'est une langue très riche et puis j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir la découvrir. La musique sera également un grand point fort de ce festival. Du 10 au 30 mars, 100 chansons francophones cultes et indémodables seront proposées dans plus de 3000 karaokés à travers la Chine. Et Laure Shang Wenjie, célèbre chanteuse chinoise et marraine de la fête, est prête à allumer les flammes de la chanson francophone partout en Chine. Je pense que la nouveauté cette année, c'est évidemment le fait que Laure Shang Wenjie soit notre marraine. C'est très important d'avoir une chanteuse populaire de la scène chinoise, mais qui est parfaitement francophone, qui nous accompagne pendant toutes ces manifestations culturelles, parce qu'il faut montrer que la francophonie, c'est aussi synonyme de jeunesse et de modernité et d'avant-garde.
De la littérature française à la photographie africaine, de la musique belge au cinéma québécois. Au mois de mars, une grande variété de programmes sera au rendez-vous des francophones dans plus de 200 villes chinoises. Et à cette occasion, plus particulière en ce qui concerne mon pays, j'aurai l'occasion de parler, de mettre en exergue un aspect de la culture de notre pays à travers un mouvement qui s'appelle chez nous les sapeurs, qui a déjà une dimension mondiale, et aussi un photographe de renom, M. Baudouin Mwanda, qui a une exposition consacrée à ce mouvement. C'est évidemment très important puisque de ces rencontres entre différents jeunes venant d'horizons différents et de nationalités différentes, il y aura évidemment des échanges intéressants et peut-être des révélations au niveau de la création. Le français est une langue parlée par près de 300 millions de personnes sur les 5 continents. La fête de la francophonie, aujourd'hui célébrée par 80 États ou gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie, est allée bien plus loin que la simple manifestation de la langue et de la culture francophone. Nous sommes un petit peuple francophone en Amérique du Nord et pour nous, la diffusion de notre culture est très importante parce que la survie du français en Amérique, c'est important aussi. On vit dans un monde anglophone. Alors pour nous, c'est très important de montrer au monde ce que nous faisons en français. Nous participons aussi avec conviction à la diffusion, l'illustration, la promotion, non pas tant uniquement de la langue. La langue, de ce point de vue-là, est une excuse, une très belle excuse, mais ce que nous voulons, c'est rassembler sur des valeurs qui, elles, sont communes à beaucoup plus de gens que uniquement ceux qui parlent français. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Raïssa, c'est à vous. Merci beaucoup, Jojo Jin, pour la fin de cette édition et pour toutes ces informations. On suivra les activités de la francophonie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre journal sur notre site internet fr.cntv.cn et sur nos réseaux sociaux. Vous suivrez l'actualité à 15h, 17h, heure de Beijing. Merci. Bonne suite de programme.